Bismillah. J'ai toujours eu peur de lui, dit Audrey. Elle était assise sur la terrasse avec l'inspecteur-chef qui, ayant repris ses vacances interrompues, était venu en ami à la Pointe-aux-Mouettes. Oui, reprit-elle, j'ai toujours eu peur de lui, tout le temps. Je me suis douté que vous mourriez de peur, fit Bethel. La première fois que je vous ai vu, vous vous teniez sur cette réserve qui permet de dire des gens qu'ils essaient de dissimuler quelques violents sentiments qui les agitent. Ce pourrait être l'amour ou la haine. En fait, c'était la peur. C'était bien ça? Oui, j'ai commencé à avoir peur de Neville presque immédiatement après notre mariage. Le terrible, c'est que je ne savais pas pourquoi. Ce qui fait, je me demandais si je n'étais pas folle. Ce n'était pas vous. Neville avait l'air si normal, si parfaitement équilibré. Toujours de bonne humeur, toujours gentil. Le point est à souligner, dit Battle, il composait un personnage, celui du beau joueur. C'est pourquoi sur les cours de tennis, il était toujours d'une absolue maîtrise de soi. Il tenait moins à gagner des matchs qu'à affirmer aux yeux de tous son bel esprit sportif. Seulement, jouer un rôle demande un effort de tous les instants, d'où une redoutable tension nerveuse. En dessous, le mal progressait. En dessous, toujours en dessous. Jamais je n'ai eu une certitude. Je remarquais quelquefois un regard, une intonation, mais c'était si peu de choses que je croyais toujours être le jouet de mon imagination. J'en arrivais à penser que c'était moi qui ne devais pas être comme les autres. Et plus le temps passait, plus je sentais la peur monter en moi. Une de ces peurs irraisonnées qui vous rendent physiquement malade. Je me disais que je devenais folle et j'aurais donné n'importe quoi pour m'enfuir. C'est alors qu'est arrivé Adrien, qui m'a dit qu'il m'aimait. J'ai pensé qu'il serait merveilleux de m'en aller avec lui très loin. Nous avons décidé. Elle se tut et reprit après un court silence. Vous savez ce qu'il s'est passé. J'étais parti pour le retrouver. Il n'est jamais arrivé au rendez-vous. Il s'était tué en auto. J'ai toujours pensé que Neville était pour quelque chose dans l'accident. Ce n'est pas impossible, dit Battle. Vous croyez? On ne le saura jamais. Mais il est certain qu'on peut provoquer un accident d'auto. Mieux vaut n'y pas penser. Il est tout aussi vraisemblable que ce soit un véritable accident. Audrey poursuivit. Très abattu, je me réfugiai chez Adrien. Nous devions écrire à sa mère, mais comme elle n'était pas au courant, je préférais n'en rien faire, pour ne pas ajouter à son chagrin. Neville vint me retrouver peu après. Il se montra très aimable, très gentil. Moi, je tremblais de peur. Il m'expliquait qu'il était inutile de parler à personne de mon aventure avec Adrien, que nous divorcerions, qu'il prendrait les torts de son côté et qu'au surplus, il avait l'intention de se remarier. Je le remerciai. Je savais que Kay avait fait sur lui une très vive impression. J'espérais que les choses s'arrangeraient. Heureusement et que le moment viendrait où je me sentirais délivré de cette peur qui m'angoissait. Car je continuais à me croire sur le chemin de la folie. Des mois passèrent et un jour, dans Hyde Park, je rencontrai Neville. Il me dit qu'il aimerait que nous fussions des amis, Kay et moi, et que nous pourrions nous retrouver ici en septembre. Après tout ce qu'il avait fait pour moi, je ne pouvais pas refuser. Bethel sourit. Voulez-vous entrer dans mon antichambre? Dit l'araignée à la mouche. C'est exactement cela. Sur ce point particulier, remarqua Bethel, il a été très fort. Il a tellement proclamé que c'était lui qui avait eu l'idée de cette rencontre que tout le monde était persuadé du contraire. Alors, continuait Audrey, je suis venu ici, et ce fut comme une sorte de cauchemar. Je savais qu'il allait arriver quelque chose. Je savais que Neville le voulait et que je serais la victime de ce qui allait se passer. Mais j'ignorais ce que ce serait. J'ai cru pour de bon que j'allais devenir folle. La peur me paralysait. Je vivais comme dans un de ces rêves où une catastrophe vous menace alors que vous ne pouvez pas bouger. J'ai toujours pensé, dit Bethel, que j'aimerais voir un serpent fasciner un oiseau pour l'empêcher de s'envoler. Maintenant, il me semble que ça m'intéresserait moi. Je ne compris pas tout de suite, reprit Audrey, ce qui signifiait pour moi l'assassinat de Lady Tressilian. Je ne soupçonnais même pas Neville, je le savais indifférent aux questions d'argent, et l'idée qu'il aurait pu commettre un crime pour hériter de 50 000 livres m'aurait semblé absurde, si elle m'était venue à l'esprit. Quand le pauvre Mr. Treves nous raconta l'histoire de cet enfant qui avait tué un de ses camarades, j'y pensais longuement, mais encore sans songer à Neville. Treves avait parlé d'une particularité physique qui lui permettait de reconnaître le petit meurtrier d'autrefois. J'ai une cicatrice à l'oreille, mais les autres n'avaient pas de signe particulier. Croyez-vous? Dit Battle. Miss Aldine a une mèche blanche, Thomas Royd un bras estropié, qui pourrait fort bien ne pas être un souvenir de tremblement de terre. Et le crâne de Ted Latimer est d'une forme très curieuse. Quant à Neville Strange,
Il n'a pas de signe particulier, j'en suis sûr. Allons donc. Le petit doigt de sa main gauche est sensiblement plus court que celui de sa main droite. C'est très rare, ça. Mais c'est Strange, très rare. Allons, c'était ça. C'était ça. Et c'est Neville qui aurait accroché l'écriteau à la porte de l'ascenseur? Sans aucun doute. Il a fait un saut au Balmoral, pendant que Royd et Latimer buvaient ici avec trêve simple et pratique. Et j'ai idée qu'il nous serait impossible de prouver qu'il y eut crime. Audrey frissonna. Voyons, fit Bethel d'une voix douce. C'est passé maintenant. Continuez. Il y a des années que je n'ai tant parlé. En quoi vous avez peut-être eu tort? À quel moment avez-vous commencé à deviner le jeu de Neville? Je ne le sais pas exactement, mais cela m'est venu tout d'un coup. Son innocence a lui été reconnue. Les soupçons ne pouvaient plus porter que sur nous. Et je l'ai vu qui me regardait. Il y avait dans ses yeux comme une joie mauvaise, et j'ai compris. C'est alors que... Elle s'interrompit brusquement. C'est alors, dit-elle lentement, que j'ai pensé qu'il valait mieux en finir tout de suite. L'inspecteur hocha la tête. N'abandonnez jamais la partie, c'est ma devise. Vous avez raison, je n'en disconviens pas. Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir eu peur pendant des jours et des jours. On n'ose plus faire un geste, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. On sait qu'une catastrophe va s'abattre sur vous et on l'attend. Et quand elle survient, elle sourit. Quand elle survient, poursuivit-elle, on se sent soulagé. Il n'y a plus à attendre, il n'y a plus à avoir peur, c'est arrivé. Vous allez dire que je suis folle, mais j'ai été heureuse que vous m'arrêtiez. Neville avait ce qu'il voulait. Je n'avais plus rien à redouter de lui. Quand j'ai suivi l'inspecteur Leach, je me sentais en sécurité. C'est un peu pourquoi nous vous avons arrêté, dit Battle. L'homme était fou. Je tenais à ne pas vous laisser à sa portée. D'autre part, comme je voulais provoquer son effondrement et ses aveux, il me fallait lui donner confiance. Son plan réussissait. Elle en avait l'impression. Plus il tomberait de haut, plus la réaction serait vive. Mais s'il n'avait pas avoué, il est certain que nous n'avions pas beaucoup de preuves contre lui. Nous possédions le témoignage de McVirter, qui, au clair de lune, avait vu un homme grimper à la corde. Il y avait la corde elle-même, rangée au grenier, encore légèrement humide. Car il pleuvait cette nuit-là, vous savez. Il la regarda longuement, comme s'il attendait qu'elle dît quelque chose. Comme elle se taisait, il poursuivit. Enfin, il y avait le complet gris. Neville Stemmens s'est déshabillé dans l'obscurité sur la plage d'Esterhead Bay, cachant ses vêtements au creux d'un rocher. Le sort a voulu qu'il jetât son veston sur un poisson mort, à moitié putréfié, amené là par le flot, d'où sur l'épaule une tache, qui sentait très mauvais. C'est cette odeur qu'avait perçue Ted Latimer en jouant au billard avec Neville, qui avait gardé son imperméable. Latimer nous a dit que cette odeur provenait peut-être de la tuyauterie défectueuse de l'hôtel. Mais cette hypothèse, c'est Neville qui l'avait émise d'abord. Par la suite, il réfléchit que cette tache pouvait constituer un danger, et sans attendre, il porta son vêtement chez le teinturier. Bêtement, il n'y a pas d'autre mot, il ne donna pas son nom, mais le premier qui lui vint à l'esprit, un nom qu'il avait vu sur le registre de l'hôtel, celui de McVirter. De sorte que c'est à notre ami que le complet fut remis par la suite. Comme il a la tête sur les épaules, McVirter fit un rapprochement entre ce veston taché et l'homme qui grimpait à la corde. On marche par inadvertance sur un poisson mort, on ne se couche pas dessus. Cette tâche ne s'expliquait que si quelqu'un s'était déshabillé la nuit sur la plage pour se baigner. Or, on ne s'amuse pas à prendre un bain par une nuit pluvieuse de septembre. McVirter tirait ses conclusions. Et il est très intelligent, McVirter. Vous savez? Il n'est pas seulement intelligent, dit-elle d'un ton pénétré. Et peut-être il vous intéresse? Alors, écoutez. Et Bethel, qui jamais, sans doute, n'avait trouvé auditoire plus attentif, raconta l'histoire de McVirter. Je lui dois beaucoup, dit Audrey, quand il eut fini. À lui et à vous aussi. À moi, pas tellement, répliqua Bethel. Si j'avais été malin, j'aurais tout de suite vu clair. Il y avait la cloche. La cloche? Quelle cloche? Celle qui sonnait dans la chambre de Barrett. J'ai toujours pensé qu'il y avait sous cette histoire de cloche quelque chose de pas catholique. J'ai failli trouver, lorsqu'en visitant la maison, j'ai vu une grande perche dont on se sert pour ouvrir les fenêtres. Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris. Il ne recueillit quelques secondes et reprit.
Cette cloche, son rôle dans l'affaire fut de donner un alibi à Neville Strange. Lady Tressilian ne se souvenait pas d'avoir appelé Barrett. Elle ne s'en souvenait pas, pour la bonne raison qu'elle ne l'avait point appelé. C'est Neville qui, dans le couloir, avait à l'aide de cette longue perche, actionné la cloche en tirant sur les fils qui courent juste en dessous du plafond. Il sonne, Barrett descend et voit Neville dans le hall, sur le point de sortir. Elle trouva Lady Tressilian bien vivante. Neville Strange a son alibi. Mais alors, direz-vous, pourquoi avoir administré un somnifère à Barrett, puisque le crime devait être commis avant minuit, c'est-à-dire avant que la drogue eût le temps d'agir, simplement parce qu'il fallait qu'on fût bien persuadé que le crime avait été commis par quelqu'un de la maison. Le premier soupçon porte sur Neville, comme il l'escomptait. Barrett parle, l'innocence de Neville éclate, si évidente que nul ne songea à se demander à quelle heure exactement il est arrivé à l'hôtel. Ses mouvements, après son départ, sont faciles à reconstituer. Nous savons qu'il n'est pas revenu par le bac et qu'il n'a pas pris ce bateau. Il a donc traversé à la nage. C'est un bon nageur, mais il lui a néanmoins fallu ne pas prendre de temps. Il franchit la baie, grimpe à la corde qui pend à la fenêtre de sa chambre. Nous avons au cours de l'enquête remarqué sur le parquet de grandes taches humides, mais sans en tirer de conclusion. Je le regrette de l'avouer. On file sans veste en bleu, entre chez Lady Tressilian. Passons. Tout ça ne lui prend pas plus de 2 ou 3 minutes. L'arme du crime était prête, bien entendu. Il revient à sa chambre, se déshabille, descend par la corde et retourne à la nage à Eastlehead Bay. Mais si Kay était entrée pendant qu'il était là, je parierais qu'elle avait été légèrement droguée. On m'a dit qu'elle avait bâillé toute la soirée. De plus, il avait pris soin de se disputer avec elle dans la journée, ce qui l'avait décidé à fermer la porte de sa chambre. Je ne me souviens pas d'avoir remarqué l'absence de la boule sur le pare-feu. Quand l'a-t-il remise en place? Au matin, quand toute la maison était en révolution. À son retour, il avait eu toute la nuit pour faire disparaître tous les indices, reconstituer la raquette de tennis, prendre les dispositions nécessaires. Au passage, je vous signale que le coup qui tua Lady Tressilian fut donné à revers. C'est ce qui nous fit croire que le criminel était gaucher. Strange, souvenez-vous, est un joueur réputé pour son revers. Audrey éleva les 2 mains dans un geste de défense. « Je vous en prie, fit-elle, je n'en puis plus. » Battle sourit. « Je vous comprends, mais croyez-moi, cette petite conversation vous a fait du bien. Et voulez-vous, Monsieur Strange, me permettre de vous donner un conseil? » Bien volontiers. « Eh bien, vous avez vécu pendant 8 ans avec un fou, atteint de manie homicide. C'est assez pour détraquer le système nerveux de n'importe qui. Mais maintenant, vous devez prendre le dessus. Vous n'avez plus rien à craindre, il faut que vous vous en persuadiez une fois pour toutes. » Elle lui sourit. Elle n'avait plus son regard glacé d'autrefois. Ses yeux disaient son émotion et sa reconnaissance. Elle eut une très légère hésitation, puis elle demanda « Vous avez dit aux autres que vous aviez connu une jeune fille, qui s'était comportée comme je l'ai fait. » Il fit oui de la tête et répondit « C'était ma propre fille, ce qui vous prouve, ma chère, que le miracle ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Ce sont des choses qui nous sont envoyées pour nous enseigner. »